Bonsoir tout le monde. C'est avec plaisir que j'ai été sélectionné au jeu au tirage au sort pour introduire l'atelier de ce soir, le webinaire de ce soir. Et donc sous l'égide et le patronage et de la commission innovation présidée par Marc Julliard et de la commission ERM présidée par Isabelle Delestrade, en fait, on a le plaisir, et aussi dans le cadre du GT d'anticipation des risques en univers incertain, on a le plaisir d'accueillir David Gruson et Charline Boyot d'éthique et IA pour parler des sujets de garantie humaine. Donc en fait, c'est un sujet qui est particulièrement d'actualité à cause de toute une actualité de ces derniers mois et de ces derniers jours et de ces dernières heures, qui sont notamment sur le sujet de l'intelligence artificielle appliquée dans différents domaines de l'assurance et en particulier dans la gestion de la santé, parce que ces outils d'intelligence artificielle, en fait, sont en train d'être évalués, intégrés, digérés et sont aussi très fertiles et prometteurs en termes de fonctionnalité sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'assurance et de l'assurance santé. Donc, que ce soit tant pour la sélection et la tarification des risques que pour leur gestion et que pour la gestion des sinistres. Et donc, en fait, on voit que ces outils d'IA générative sont prometteurs et dans leur application actuelle et aussi dans les prototypes et futurs développements qui sont en train d'être pensés. Et donc, sur cette petite introduction, je passe le flambeau à Florence qui va vous introduire nos intervenants. Oui, alors merci à David et Charline. David Gruton est le fondateur d'Ethique IA, dont les propositions sur l'IA en santé, ces propositions ont inspiré le volet intelligence artificielle de la révision de la loi de la bioéthique qui a été votée au Parlement. Ancien élève de l'École nationale d'administration et de l'École des hautes études en santé publique, David donc a exercé plusieurs postes à responsabilité dans les domaines des politiques publiques et de la santé. Il a en particulier été conseiller du Premier ministre chargé de la santé et de l'autonomie et directeur général du centre hospitalier universitaire de La Réunion. Il est professeur à la chaire Santé de Sciences Po Paris et directeur de programme santé à domicile, La Poste Santé et Autonomie. Nous sommes très impressionnés. Et nous allons écouter Il avec... faut, il faut, il faut surtout pas. Voilà, mais quand même. Et puis, Charline, très impressionnant également, elle est Charline Boyot. Elle est la responsable donc du département assurance et mutuelle chez Tikia. Elle est diplômée du master de droit des assurances d'Assas. Elle a travaillé d'abord chez AXA Partners, médiation de l'assurance. Ensuite, elle a continué chez Zurich pendant 2 ans. Et donc maintenant, elle est depuis quelque temps déjà avec Etikia et elle accompagne les assurances et les mutuelles dans dans leur intégration des projets d'IA et notamment au regard de l'IA Act et dans la mise en place des gouvernances, très important, la gouvernance de l'IA. Donc elle exerce une activité tout particulièrement dans ce domaine. Et donc, je passe la parole à Nicolas. Il va nous dire un petit peu comment va se dérouler la réunion. Alors d'abord, effectivement, vous pouvez écrire dès à présent les questions dans le chat et nous les relayerons à Charline et David. Euh, il est 3 heures du matin dans un hôpital ultramoderne d'Aix-en-Provence. Il y a une équipe médicale qui se presse autour d'un patient en détresse respiratoire. Les capteurs, ils sont soutenus par une IA de pointe. Ils analysent en temps réel une avalanche de données biométriques pour suggérer le meilleur protocole de traitement. À 1 heure de route de là, à Puimoisson, sur le plateau de Valençol, vous avez un avatar virtuel en langage des signes qui accueille une patiente sourde victime d'un accident mineur. Et il la guide avec empathie vers l'expert approprié.
Pendant ce temps-là, dans une salle de crise, un responsable de sécurité informatique avec Dorin évalue les résultats d'un audit d'algorithme. Il craint que l'IA elle est mal calibrée ou pire qu'elle soit hackée. Et donc, ça perturbe les remboursements, ça fausse la prise de décision, ça crée un chaos silencieux, une forme d'hyper-guerre où les machines, entre simplicité statistique et intelligence véritable, prendraient le dessus. Alors, vous allez dire, ouais, ok, vous êtes gentil, c'est vraiment de l'anticipation, Ender's Game ou autre. Non, ça reflète un futur qui est de plus en plus plausible. Parce que le secteur de la santé, et y compris l'assurance, c'est au cœur d'une transformation portée par l'IA. Et on le voit bien d'ailleurs dans les travaux du sous-groupe sur l'impact de l'IA sur le métier de l'actuaire. Et aujourd'hui, le secteur de l'assurance, qu'est-ce qu'on a? Vous avez Moderna, par exemple, sur les vaccins qui collabore avec OpenAI, et ce modèle de nouvelle génération. Vous avez Anthropic qui rappelle aux démocraties la nécessité de préserver leur avance pour éviter que des autocraties, des groupes hostiles n'exploitent ces technologies sensibles. Vous avez eu DeepSeek récemment qui vient d'agir avec des sujets plus frugaux. L'AI Act, c'est un des sujets aujourd'hui européens, donc il cherche à placer un certain nombre d'applications à haut risque, comme le nucléaire, l'évaluation des risques, la tarification en santé, et qui va imposer un contrôle humain strict. Et donc, comment est-ce qu'on peut éviter que le petit peuple de nos machines, comme le souligne Nicolas Nova, ne se transforme en une horde de gremlins numériques incontrôlables. Et ça, c'est par exemple l'avertissement imagé de Dario Amodei. Aujourd'hui, vous avez un certain nombre d'assureurs, et pour l'instant des travaux même au niveau de fédération, qui font le choix de s'engager avec Ethikia, avec une vision partagée sur la logique de gestion du risque. Et c'est pour ça que, au-delà de l'innovation, il y a la commission ERM qui est partie prenante, qui soit intégrée à cette idée de garantie humaine, avec un intérêt à l'étude justement en termes de rôle de tiers de confiance pour les systèmes à haut risque. Donc, David, Charline, the floor is yours. Un grand merci, Nicolas. Merci à Pierre Valade, à Florence Picard, à l'Institut des actuaires de votre invitation et heureux de cette session d'échange. Alors, j'ai envie de dire en introduction que la vraie experte de vos sujets, c'est Charline qui porte ses points sur la partie mutuelle et assurance, mais tu as parfaitement planté le décor, Nicolas, de manière imagée mais forte. Et je voudrais saluer ton engagement aussi personnel sur ces sujets depuis longtemps, à la fois chez Massif, mais aussi dans le cadre d'Impact AI ou dans le cadre des discussions que nous avons sous l'égide de la Fédération de la Mutualité française, mais aussi Charline participe aux travaux de la commission IA de France Assureur. Donc vous avez bien choisi cette session depuis un moment que l'on prépare ce webinaire, on n'imaginait pas évidemment qu'il viendrait quelque part d'une certaine manière dans la semaine de l'IA à ce point. Donc le sommet de l'IA vient de se conclure. On en dira quelques mots peut-être tout à l'heure. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que le moment dans lequel on est un moment qui appelle effectivement l'engagement, l'ouverture à l'innovation, parce qu'elle est source de gains d'efficience très importants, mais aussi de gains de qualité de service, et en même temps un moment de management du risque. Et c'est sans doute ça le point central qui, dans un sommet où il y a eu des positions, on y reviendra, qui n'étaient pas toujours alignées. En tout cas, le point central qui a émergé et qui a fait consensus, c'est cette notion de management du risque. Essayer de déployer en régulant. Et là, comme actuaire, finalement, c'est vous les professionnels du management du risque. Et donc, c'est vraiment très intéressant d'échanger avec vous pour confronter les éléments de méthodologie qu'Etikia a construite à votre référentiel analytique. Donc, si ça te va, Charline, je propose qu'on entre dans le support en essayant de le partager pour vous Oui. expliquer un peu d'où vient cette notion que Nicole a tracée. L'idée de garantie humaine de l'IA, en fait,
moi, j'ai eu l'honneur au début des Tikia, il y a déjà 8 ans, de présider, co-présider avec Claude Kirchner, qui est le président du Comité national d'éthique du numérique, les travaux de préparation du volet numérique et IA de la loi de bioéthique française. Et on a dans ce dispositif essayé de réfléchir, vous vous souvenez, c'était à l'époque des travaux de la mission Villani, à des méthodes ou des outils de régulation positive en partant du principe, ce qui était l'ADN et ce qui est toujours l'ADN des TIKIA, qu'il faut s'ouvrir à l'innovation en régulant autant que faire se peut les risques au fil de la diffusion de l'usage plutôt que de chercher à avoir une approche fermée de l'innovation qui consisterait à la réglementer en amont. Et donc c'est ça le sens de l'AI Act et de la garantie humaine. Donc on va venir sur le premier point, qui en fait est un dispositif qui est structuré sur une idée de management du risque. Et donc ce texte donc, acquis du sommet sur l'IA de cette semaine, donc il n'y a pas eu de déclaration ou de tentative ni de l'amender ni de l'amodier. Donc il est maintenant confirmé. Alors à vrai dire, vous le savez bien, les juristes dans la salle le savent bien, qu'un règlement européen ne se modifie pas comme ça, et on verra, je dirais tout à l'heure, que c'est une différence par rapport au cadre qui existe ou qui existait aux États-Unis. C'est un texte qui est entré en application pour les systèmes dits interdits, ceux pour lesquels les éléments sur le fond ont amené le législateur européen à considérer que ces systèmes devaient être interdits. C'est le cas, par exemple, vous voyez, des dispositifs dits de crédits sociaux ou des cas d'usage de la reconnaissance faciale qui ne seraient pas strictement encadrés. Et donc, dans ce disque de surveillance généralisée, donc pour ces cas interdits, le texte est entré en vigueur il y a 10 jours. Et maintenant, on va arriver sur un calendrier d'entrée en vigueur un peu en 3 temps. Août, peut-être, j'y reviendrai juste après, Charline, pardon, excuse-moi. Sur le calendrier, j'irai dans un deuxième temps, je suis allé un peu vite. Pour rester en fait sur le fond de l'esprit, c'est que cette entrée en vigueur graduelle est aussi liée à l'approche d'adaptation de la régulation au risque sur le fond. En fait, le texte classe les systèmes par groupe de risques. Une fois qu'ils ne sont pas interdits, vous voyez, risque minime, risque limité, haut risque, risque inacceptable. Les risques minimes, c'est les systèmes d'IA, notamment d'IA générative, d'IA qui génèrent des contenus, type ChatGPT par exemple, pour pouvoir être utilisés sur des tâches vraiment de back-office pur de la vie de tous les jours. Et puis à l'autre extrême du sujet, vous avez passé le risque inacceptable, les secteurs dits de haut risque. Et donc en fait, dans l'ADN d'Ethic IA, on a développé ces modèles de garantie humaine depuis très opérationnellement depuis 2019, en commençant dans le champ de la régulation de l'IA dans le domaine bucco-dentaire, puis en radiologie, en ophtalmologie, en oncologie avec Unicancer, pour construire des modèles de régulation appliquée de l'IA sur l'IA de diagnostic médical, celle qui va interpréter les mammographies, qui va repérer la rétinopathie du diabète, repérer des fractures sur des images qui se présentent de patients qui se présentent aux urgences. Là, on est clairement dans un secteur à haut risque, comme dans le domaine de l'IA de sécurité intérieure, par exemple. Et dans le champ de l'assurance au sens large, mais là évidemment Charline viendra sur le sujet de manière plus précise, ce que nous montrent les missions que nous menons avec déjà un certain nombre d'acteurs du champ mutualiste et assurantiel depuis plus de 18 mois, c'est que le secteur en fait ventile ses activités en fait entre le champ du risque limité et du haut risque, avec en fait là aussi des points qui ne posent pas tellement de questions. Vous voyez, par exemple, ce ne sera pas l'objet de vraiment l'intervention de ce soir, les établissements dits de livre 3 du Code de la mutualité, qui vont en fait se retrouver pour l'essentiel dans la même situation que ce que l'on voit dans le champ des établissements de santé, de l'IA diagnostic médical et du haut risque. Et puis, ce que montrent les travaux que nous menons auprès de ces acteurs du champ mutualiste et assurantiel, c'est que en fait, la plus grande partie des systèmes qui sont utilisés, par exemple dans le domaine de la lutte contre la fraude, d'aide au pilotage du parcours des relations avec les adhérents, relèvent plutôt du risque limité. Mais ça, je laisserai Charline le préciser. Et on voit que la question va se retrouver dans le domaine des systèmes possiblement mobilisables pour l'actuariat en tant que tel. Et donc, du coup,
tu peux aller maintenant à la diapo d'après. Donc, vous avez compris, ça, c'était une de nos propositions fortes. Le niveau de la régulation est gradué en fonction du risque. Et ça, c'est un point vraiment à avoir en tête parce que, pour le dire à l'inverse, et c'est fondamental, contrairement au RGPD, même si les actes empruntent dans sa forme juridique pas mal de similitudes ou de similarités avec le RGPD, sur le fond, il est très différent. C'est-à-dire qu'en fait, d'une certaine manière, il est moins arithmétique que le RGPD parce que la charge de la preuve, à partir du moment où vous déployez un système de management du risque, la charge de la preuve de la non-proportionnalité entre ce système de management du risque et le risque lui-même incombera au régulateur, la CNIL, avec sa task force IA, et dans le champ de la santé et la haute autorité de santé, dans le champ de la régulation assurantielle, la CPR. Donc, comment ça va se passer, cette entrée en vigueur de l'AI Act? Donc, vous voyez, il est entré en vigueur de manière globale le 1er août 2024, le 1er février pour les systèmes à risque inacceptable, et dès le 1er août 2025. Et ça, c'est un point tout à fait considérable pour le champ mutualiste et assurantiel qui est très utilisateur de ces systèmes pour l'IA génératif. Et on voit que entre la clôture de ce sommet mondial sur l'IA et la première butée réelle d'entrée en vigueur du texte, le pas de temps est extrêmement court. 3% du chiffre d'affaires mondial des concepteurs ou des utilisateurs en cas de non-conformité. Là, il y a un rush vers cette conformité à mettre en place, à le faire en bon ordre et en gardant à l'esprit ce que je viens de dire, c'est-à-dire que c'est vraiment une logique de management du risque qui prévaut. Donc, l'espace-temps est très court, mais c'est encore un espace-temps pour que vous puissiez vous y préparer sereinement. Et puis, la deuxième butée, donc ce sera le 1er août 2026. Là, les systèmes d'IA à haut risque, donc là, clairement, les systèmes d'IA qui vont aller monitorer le parcours du patient, par exemple sur la pharmacovigilance ou sur des systèmes d'éducation thérapeutique, certains systèmes du livre 2, et les systèmes assurantiels qui vont aller toucher des niveaux de risque plus élevés. Et puis le 1er août 2027, alors la formule, vous voyez, est un peu compliquée, les systèmes d'IA à haut risque déjà régulés par d'autres textes. Très concrètement, ce sera les dispositifs médicaux avec IA. Là, l'entrée en vigueur, c'est le 1er août 2027. J'ajoute un point, une notation, avant de te passer la main, Charline, sur cette partie-là. Des dispositifs médicaux avec IA. On retrouve également, même si ça ne concerne pas directement vos métiers, c'est important sur l'esprit de régulation positive, le fait que pour ces systèmes, ce sera plus facile d'obtenir le marquage CE s'ils ont un système de garantie humaine qui se met en place. Alors, comment ça se met en place, cette garantie humaine? Ben là, c'est ce que l'on essaie de faire, nous, avec les acteurs du champ mutualiste et assurantiel, définir, classifier les systèmes selon le niveau de risque, les cartographier pour une organisation, en déduire des actions de conformité qui permettent de le faire. On a développé une plateforme technologique en environnement sécurisé d'hébergement de santé Secnum Cloud qui permet de faire ça pour en déduire des actions de conformité à suivre et le cas échéant des actions correctives à mettre en place. Donc, vous voyez, il y a une partie qui relève d'un accompagnement initial, mais après l'idée c'est qu'une fois que les données sont posées, cette notion de contrôle humain que Nicolas a évoqué, eh bien les organisations doivent être en capacité, pour l'essentiel des systèmes à risque limité au moins, de l'assumer elles-mêmes. Quand on est dans le champ du haut risque, c'est là où on pourra être amené à préconiser des formules dites de collège de garantie humaine. Et donc là, c'est ce que l'on essaye d'accompagner auprès des acteurs. On va réunir le concepteur, des représentants du secteur en santé, des radiologues, des chirurgiens dentistes, des représentants des bénéficiaires finaux, à chaque fois qu'on le peut, pour pouvoir aller monitorer régulièrement l'IA. Et par exemple, je parlais du domaine bucco-dentaire. C'est un sujet que l'on suit depuis 4 ans avec un échantillonnage de dossiers, hein. Et donc là, on en est maintenant sur des systèmes qui revoient plusieurs milliers de dossiers. C'est, vous voyez, de l'interprétation de vidéos qui sont prises dans la bouche de patients, et l'IA va aller redresser l'image pour détecter le risque carieux et le risque de déchaussement dentaire et déclencher ou pas l'intervention d'un chirurgien dentiste. Donc la méthode, c'est on va tirer au sort 30 dossiers qu'on va exporter dans un environnement technologique, on les remet à disposition de réviseurs humains, ici des dentistes mandatés par l'Union des dentistes, pour regarder, réinterpréter ce qu'a posé l'IA.
et on ajuste la cadence de l'échantillonnage en fonction de ce qu'on observe. Et on a là sur ce système qui est suivi depuis 4 ans très considérablement abaissé le niveau d'échantillonnage. Donc ça, oui, c'est le type de méthode qu'on pourra préconiser pour des systèmes plus à haut risque. Mais le constat, pour te passer la main, Charline, sur la partie mutualiste et assurantielle, c'est que l'émission que nous mettons en œuvre jusqu'ici laisse penser que le champ du risque limité sera le champ principal. Et là, on va être plutôt sur des méthodologies de management du risque de processus. Mais je crois que tu voulais faire un stop, c'est ça, Nicolas, avant les entreparties, ou pas nécessairement? Oui, si il y a Ouais, oui, déjà une question ouais, sur pourquoi est-ce que la CNIL va plus loin et refuse que les assureurs aient le détail des corrections en optique, que finalement, ça pourrait limiter pour la fraude. Je vais faire un parallèle, je fais une incise par rapport à Financial Data ouais, Access. ouais, Évidemment, ils peuvent parler de la fraude ou même les actes, d'ailleurs, pour moi. On parle de fraude bancaire, on ne parle pas fraude d'assurance, alors que c'est un enjeu pour les citoyens, pour les consommateurs, pour que l'argent aille aux bonnes personnes. Voilà, donc oui. Alors, merci de cette question. Et là, évidemment, je laisserai peut-être Charline préciser si tu as un regard plus spécifique sur la fraude, mais elle renvoie à une question en fait qui est en sous-jacent, la possible confrontation entre des doctrines qui ont été émises par les régulateurs, ici la CNIL, en application du Règlement général sur la protection des données, le RGPD, qui reste en vigueur, et le règlement européen sur l'IA qui entre en vigueur. Et en fait, quand on regarde les deux et qu'on croise les deux, eh bien, il va y avoir une articulation dynamique à faire. Et là, le sens de ce que l'on porte, notamment auprès de la Fédération de la mutualité française, dans les écosystèmes de confiance qu'on cherche à créer, est de montrer que sur la base du règlement européen sur l'IA et dans le cadre de protocoles de management du risque suffisamment proportionnés, eh bien, on peut s'autoriser des éléments de management par les données qui permettent de tirer profit des marges de souplesse sur le management par les données qui existent déjà sous le régime du RGPD, mais qui n'ont peut-être pas été utilisés suffisamment. Vous voyez, tout se passe comme si l'entrée en vigueur de cet AI Act pouvait amener sur des traitements de données permettant de nourrir ces systèmes d'IA qui vont être utiles, à jeter un regard un peu différent également de régulation positive sur ce RGPD. Et vous voyez, sur l'esprit d'application de ces textes, qui est très porté entre le RGPD et les Act, c'est cet esprit-là de régulation positive qu'il faut essayer de faire prévaloir. très bien. Bien, Florence et Pierre, n'hésitez pas à poser des questions. En fait, quand on voit la manne pour des consultants, pour des avocats, pour des lobbyistes que peut faire le FIDA ou l'AI Act, est-ce qu'il n'y a pas quelque part un régal pour des avocats, des juristes, des écarts éventuels, parce que c'est des sources de contentieux, etc. ou... Bah, c'est ce qu'il faut arriver à circonscrire. Alors, évidemment, je ne prétendrai pas a priori, Nicolas, qu'on y arrivera à coup sûr. Néanmoins, on voit que, pour prendre l'exemple du domaine plus médical sur lequel, donc je parlais sur le domaine mutualiste assurantiel, on a là 1 an et demi de recul maintenant sur les premiers pilotes qui ont été engagés. Sur le champ du diagnostic médical, il y a plus de 5 ans maintenant d'antériorité. On a établi avec le régulateur Haute Autorité de Santé un dialogue de confiance. Elle a formulé ces éléments de doctrine dans un guide méthodologique d'évaluation des systèmes d'IA. Elle a intégré depuis il y a 15 jours dans la certification des établissements de santé cette notion de management du risque et de cartographie des systèmes d'IA. Et on a travaillé un cadre normatif qui d'ailleurs pourra s'appliquer également au champ mutualiste et assurantiel, qui est la norme AFNOR SPEC 2213 qui a reçu le prix 2024 de la normalisation numérique, qui définit très précisément ce que c'est la garantie humaine, la conformité AI Act, et qui n'a d'autre portée qu'une portée de normalisation indicative. Mais l'idée, c'est d'ouvrir dans le champ mutualiste assurantiel, dans le cadre d'écosystèmes de place, un dialogue confiant de même nature avec le régulateur pour
que on donne de la prévisibilité, de la visibilité. Et la lettre du texte, à partir du moment où ces directives souples seront endossées par le régulateur, ce à quoi la Commission européenne a en début de semaine, eh bien, ça donnera on l'espère, de l'espace de lisibilité également pour la mise en œuvre de ces textes. Et c'est intéressant parce que il y a plus globalement déjà sur l'AI Act, au-delà du texte juridique, il y a l'enjeu de traduire ça pour les utilisateurs, des data scientists ou d'autres. Et donc effectivement, est-ce que cette norme AFNOR ou autre, pour toi, elle est digeste ou est-ce qu'il y aura également un travail pédagogique pour le traduire par rapport aux utilisateurs ou aux personnes concernées? Alors, il faut de la pédagogie, hein. C'est clairement ce qu'on essaie de faire dans les travaux qu'on mène auprès des acteurs mutualistes et assurantiels. En général, on commence par regarder les systèmes de gouvernance tels qu'ils s'appliquent. Je crois que tu es en mute, Nicolas. Non, non, mais tu avais un problème de son, mais j'écoute. Ouais. Je ne sais pas, Charline, si tu m'entends encore, si vous m'entendez encore. Ah ouais, non, non, Oui. c'est bon, pardon. Oui, oui, ça s'est arrêté. Donc, je disais, évidemment, il faut de la pédagogie. Et quand on vient auprès d'un acteur mutualiste ou assurantiel, on vient avec des éléments, vous voyez, de cadre qui sont posés, hein. Là, on va effectivement y rester des slides sur le texte. Vous voyez, il y a des articles qui sont posés. L'article 14 qui définit le système côté concepteur de système d'IA, on définit cette obligation de garantie humaine, de contrôle humain pour le système AOS. L'article 26, également pour les utilisateurs de ces systèmes. Donc le cadre est posé, mais néanmoins, quand on vient comme ça près d'un acteur mutualiste assurantiel, on ne cherche pas à plaquer des éléments de doctrine amont. On s'aperçoit qu'en réalité, et peut-être l'avis que j'ai envie d'émettre, Charline, sous ton contrôle, tu voudras peut-être le compléter, c'est que peut-être encore plus dans le champ mutualiste et assurantiel que ce qu'on a vu dans le champ des établissements de santé, on a l'impression que la conformité est également fait un peu partie de votre ADN, parce que vous avez déjà des éléments de réglementation, de régulation importantes à gérer sur le plan financier. Et au fond, ce que l'on fait avec les mutuelles et les assurances, c'est plutôt mettre en forme des pratiques de conformité et de management du risque qui s'appliquaient à d'autres cas d'intervention des modèles assurantiels qu'on va transposer au champ de l'IA et produire les outils type plateforme, méthode permettant de gérer cette conformité. Je ne sais pas si tu partages ce sentiment, Charline. Alors, oui, absolument. Après, je pense que donc la prochaine partie va nous éclairer là-dessus, puisque c'est vrai que si jusqu'à maintenant, on a vu que les systèmes d'intelligence artificielle utilisés par les assurances relevaient surtout du risque limité, pour les actuaires, ça va être un petit peu différent puisque c'est vraiment la fonction qui va faire partie de l'exception, qui fait partie des hauts risques listés dans l'AIACT, puisque ce sera la tarification en assurance vie et en assurance santé pour cette fonction-là, ainsi que celle de, comment dire, euh, pour déterminer la solvabilité des assurés, que ce soit en vie ou en santé. Pour ces deux fonctions-là, on pourra passer en haut risque. Donc, si généralement, jusqu'à maintenant, on a surtout identifié du risque limité. Dans la prochaine partie, je vais vous partager donc des cas d'usage sur lesquels nous avons pu travailler. Et donc, ça vous permettra de voir que l'IA s'est déjà donc intégrée tout au long de la chaîne de valeur assurantielle. Alors, je vous partage ça tout de suite. Donc, comme vous le voyez, simplement pour finir sur les IA à haut risque, donc identifiés par l'AI-Act, ce dont je vous ai parlé sur la tarification et la solvabilité relève donc du point qui est en gras sur l'accès et la jouissance des services privés essentiels et des services publics et prestations sociales. Alors, donc pour les justement cas d'usage dans le cas des assurances, donc on a pris quelques exemples. Je vais
aller assez rapidement sur chacun d'entre eux. C'est simplement bien pour vous montrer qu'il n'y a pas une étape de la chaîne de valeur assurantielle qui, pour l'instant, n'a pas fait l'objet d'introduction, de déploiement de systèmes d'intelligence artificielle. Donc déjà pour la tarification, peut-être que certains d'entre vous connaissent cette solution. Donc pour Accurate, cette solution justement va accompagner les actuaires et des conseillers à tarifer, à déterminer des niveaux de primes selon des niveaux de risque qui auront pu être modélisés en amont. Donc ça, c'est un système de machine learning. Donc, comme il y en a beaucoup, mais celui-ci est vraiment propre à la tarification. Donc, celui-ci, il peut être pour les assurances dommages et santé. Donc, si c'est de l'assurance dommage, ça ne relèvera pas nécessairement donc du haut risque. En revanche, si on passe sur de l'assurance santé ou de l'assurance vie, dans ce cas, ça pourra être qualifié de haut risque. Et dans ce cas-là, il y aura des exigences supplémentaires à respecter conformément à l'IACT. Ensuite, pour le conseil et la distribution, donc il y a alors à chaque fois, je vais en citer une simplement pour que vous puissiez avoir une idée. Mais évidemment, Minalea n'est pas la seule solution d'intelligence artificielle que les conseillers et professionnels d'assurance donc, peuvent utiliser. Donc ça, c'est vraiment dans leur relation client. Quand ils ont un assuré, un sociétaire qui vont venir les voir pour leur faire part de leurs besoins en termes d'assurance, ils vont avoir des outils qui vont leur permettre de regrouper les produits les plus adéquats à proposer à ce client-là selon donc des barèmes et des indicateurs prévus. En souscription également, donc ce sera donc Continuity, ce sera sur la même logique en fait, donc d'analyse de risque et de délégation de souscription. Donc toujours pour adapter, proposer le contrat et le produit d'assurance qui sera le plus adapté à l'assuré. La gestion des sinistres, évidemment, n'y fait pas exception puisque pour l'instant, de ce qu'on a pu voir, il y a énormément de systèmes d'intelligence artificielle qui vont venir sur des fonctions un petit peu support, puisque ça va permettre de supprimer des tâches qui peuvent être très répétitives et qui peuvent être facilement automatisées. En gestion de sinistre, pour avoir déjà travaillé en gestion de sinistre, c'est vrai que ça peut être parfois des tâches répétitives puisqu'il s'agit de vérifier que donc les conditions du contrat sont réunies pour couvrir le sinistre. Donc, il va y avoir de la gestion documentaire, il va y avoir de la veille, que ce soit de contrats ou réglementaires. Donc ça, c'est des fonctions qui, pour l'instant, sont facilement délégables à une machine. La détection de fraude également, donc avec Shift Technology qu'on ne présente plus, qui est donc la solution un petit peu référence et notamment dans le domaine assurantiel pour détecter les anomalies, les soupçons de fraude. Alors évidemment, ça c'est une technologie qu'il faut donc justement où le contrôle humain est extrêmement important et il l'intègre puisque ça va simplement faire soulever des dossiers où il y a un risque, mais la machine ne dira jamais et le système ne dira jamais ici c'est une fraude. Il faudra toujours qu'il y ait un humain derrière du service de détection de la fraude qui puisse faire une investigation supplémentaire et donc valider ou non s'il y a une fraude et si donc cet assuré son contrat doit être résilié ou non. Alors, donc, qu'est-ce qu'un actuaire? Je pense que c'est pas nous qui allons vous l'apprendre, mais justement là où on va pouvoir voir en fait comment l'IA va venir répondre à la fonction d'actuaire, c'est donc puisque c'est un petit peu différent d'autres domaines où en fait pour les assurances, on va déterminer et modéliser un risque pour déterminer un prix, donc de la prime, avant que le risque ne survienne. Donc, il va falloir essayer d'anticiper par rapport à des données historiques. Donc, vous allez prendre des données sur les 10 dernières années.
les accidents, par exemple, quand est-ce qu'ils ont eu lieu? Est-ce que c'était des problèmes mécaniques ou non? Est-ce que c'était un accident avec un tiers? Qui était au volant? Et cetera, et toutes ces données vont permettre de modéliser, le risque et de faire remonter des situations où le risque serait plus élevé pour pouvoir adapter donc la prime et modéliser le risque. Donc ça va faire varier les contrats d'assurance et de prévoyance selon ces risques-là. Donc, c'est pour ça que l'outil, pour l'instant, que je vais citer plus tôt, qui sera donc le plus adéquat, ce serait plus accurate, puisque selon les données, ça va ce qui va nous concerner, en l'occurrence, ça va être de l'IA prédictive, puisque vous allez vous baser pour analyser des données historiques, de quantifier le risque futur avec la prime future. Donc là, le risque que vous allez modéliser va représenter un risque en lui-même pour l'entreprise d'assurance, puisque les données sont également un risque que l'ANSSI a cité il me semble que c'était la semaine dernière, on pourra vous faire suivre le rapport, où justement ces données peuvent faire l'objet de 3 attaques potentielles qui sont l'empoisonnement, l'extraction et l'altération. Et à partir du moment où les données que vous utiliserez en tant qu'actuaire feront l'objet d'une de ces attaques, dans ce cas-là, les sorties générées par les systèmes d'IA que vous utiliserez pourront être biaisées, puisqu'il pourrait y avoir des biais algorithmiques, il pourrait y avoir des erreurs, des hallucinations. Et donc ça, c'est il me semble, un des risques le plus important pour les systèmes d'IA utilisés par les actuaires. Et c'est là que la garantie humaine va entrer en jeu dans le domaine assurantiel. Nous, de ce qu'on a vu déjà dans les missions qu'on a pu avoir avec nos clients, donc assurance et mutuelle, c'est que l'humain doit toujours garder la main à un moment donné dans le dispositif assurantiel et si de l'IA est déployée. Donc, ce qui va être mis en avant, ça peut être pour rassurer les sociétaires, mais ça peut également être pour rassurer les collaborateurs, puisque beaucoup de collaborateurs dans les entreprises d'assurance ont peur que leur fonction soit remplacée par de l'IA. Ça va être de la formation, de la sensibilisation et de l'acculturation, puisque il ne faut pas penser que en mettant dans les mains d'un collaborateur, il n'y aura plus rien à vérifier. Le travail sera fait à sa place. Donc, il faut bien sensibiliser les collaborateurs sur le fait que la machine peut se tromper et que c'est pour ça que c'est très important et c'est primordial de toujours garder la main et de vérifier et de faire des tests pour voir s'il y a des écarts entre les sorties faites donc par un humain, un collaborateur, et les sorties faites par une machine. Donc ça sera après, en termes d'échantillonnage, ce sera possible de comparer les résultats, de corriger les systèmes d'IA et de détecter les biais. Donc nous, ce qu'on a pu faire avec Ethikia et avec les assurances et les mutuelles, c'est déjà, par exemple, auditer certains de leurs systèmes d'IA, donc pour voir déjà quel niveau de risque il est représenté au sens de l'AIACT, si c'est du risque limité, si c'est du haut risque, puisque évidemment les obligations ne seront pas les mêmes. Ensuite, il faut qualifier leur rôle avec cette IA. Est-ce qu'ils sont concepteurs? Est-ce qu'ils sont co-concepteurs? Est-ce qu'ils sont juste déployeurs? Dans ce cas-là, pareil, ce sera pas le même niveau de responsabilité. Donc ça, c'est pour les audits. Et donc, en fonction donc de leur rôle et du niveau de risque, on pourra en découler donc toute une liste d'actions de mise en conformité à réaliser, donc pour que l'entreprise et la gouvernance de l'IA soient conformes à l'AIACT. Donc avec ça,
faisons des arbres décisionnels qui permettent donc d'étudier différents risques. Ces arbres décisionnels, donc, ils peuvent en plus varier selon les risques qui sont le plus soulevés par l'entreprise. Ça peut être par exemple un risque RH, un risque réputationnel. Donc ça, c'est des risques qu'il est possible d'intégrer dans les arbres décisionnels. Et ensuite, on a également donc des recommandations sur la gouvernance qui peuvent être faites puisque par exemple, d'une entreprise à l'autre, la gouvernance va différer et c'est là-dessus aussi que les entreprises peuvent se différencier en mettant en avant certaines valeurs plus que d'autres par rapport à d'autres assurances mutuelles. Et donc ça, je pense que en termes d'assurance et de mutuelle, sur la gouvernance, c'est ça qui va faire la différence entre les entreprises et par exemple, quelle stratégie elles veulent mettre en place autour de l'IA. Notamment, il me semble que c'était lundi, la Massif a sorti et publié donc son manifeste de l'IA. Exactement. Absolument. Donc ça, c'est la Massif, ça a été la première dans le domaine assurantiel à faire ça. Et l'importance de la gouvernance IA a été plus que rappelée au cours de ces derniers jours lors du sommet. Et donc, pour finir sur l'activité d'éthique IA et donc sur la sensibilisation, l'audit et la gouvernance, ensuite, nous, c'est vrai qu'on a mis en place une plateforme qui permet de cartographier l'ensemble des systèmes d'IA qui sont utilisés par l'entreprise d'assurance ou la mutuelle. Et donc, ça permet d'avoir à un endroit la liste de tous les systèmes, pour tous ces systèmes de savoir s'ils sont à haut risque ou non. Ça permet également donc d'avoir l'ensemble d'actions de mise en conformité à réaliser, de pouvoir le cocher, de pouvoir mettre un collaborateur sur la tâche, etc. pour que si la CPR vient pour vérifier que tout est conforme, que savoir quel est le niveau de risque des systèmes d'IA, par exemple, utilisés par telle ou telle entreprise, eh bien, ils auront en plus donc toute la liste et une centralisation. Tous les documents seront au même endroit avec un certain journaling des actions mises en œuvre pour respecter cette obligation de garantie humaine. Donc, pour terminer très, très rapidement, ce qui est très important, je pense, pour les actuaires et pour l'utilisation qu'ils font ou qu'ils feront des systèmes d'IA qu'ils utiliseront, c'est vraiment de documenter, puisque ça, la documentation et la transparence, c'est des obligations qui vont s'appliquer, que ce soit au système d'IA à risque limité ou à haut risque. Donc, documenter que ce soit ce que fait la machine, comment elle est conçue. Donc ça, c'est le principe d'éthique by design qui va un petit peu être calqué sur le principe de privacy by design qui avait été porté par le RGPD. Donc, le fait de pouvoir documenter et expliquer comment fonctionne le système et pourquoi il sort tel résultat et pas celui-ci, ça va être une preuve que l'humain garde la main et le contrôle sur son système et continue à le comprendre. Il faut également informer évidemment par transparence les bénéficiaires et les utilisateurs donc, du système d'IA. Et enfin, je pense, les audits permettent qu'ils soient réguliers et qu'ils permettent donc de déterminer le niveau de risque et notamment tout au long de la vie du système d'IA, puisque c'est fortement probable que d'une version à l'autre, un système puisse basculer d'un niveau de risque limité à un niveau à haut risque. Et donc, comme l'avait indiqué David plus tôt, nous, on avait cette technique de collège de garantie humaine qui avait été mise en place dans le domaine de la santé, qui va sûrement également être dupliquée pour le monde assurantiel et mutualiste
dans les prochains mois, dans les prochaines années. Ce serait surtout sur du haut risque, justement, puisqu'on a également vu qu'il y avait de nombreux systèmes d'intelligence artificielle qui pouvaient être utilisés par plusieurs entreprises. Donc, ça permettrait de faire un seul collège de garantie humaine qui pourrait profiter à plusieurs entreprises. Et voilà, il me semble que c'est à peu près tout pour l'analyse du risque Oui. en Ce qui est, ce qui actuariat. est- ouais, ce qui montre, peut-être un petit mot de complément avant de faire une étape de plus si vous souhaitez des questions. Donc, ce que montre Charline, c'est que l'IA dans le domaine de l'actuariat est déjà une réalité. Il y a des nombreux cas d'usage qui se développent avec des solutions qui vous sont présentées là à titre indicatif. Après, il va falloir les intégrer dans des politiques de management du risque et en assurer la validité du contrôle humain, ce qui n'est pas le cas pour les solutions qui sont présentées là, mais encore une fois, dans le domaine du champ de mutualité assurantielle, on est encore au début du process. Alors que dans le domaine de l'IA médicale, il y a déjà toute une série de systèmes d'IA qui sont entrés avec nous en process de labellisation dans le cadre normatif que je rappelais. Ça, c'est le premier élément. Puis après, deuxième élément, Charline l'a bien dit, l'important, c'est le management du risque dans la continuité en ayant une assurance que ces systèmes ne seront pas laissés à tourner tout seuls sans monitoring au cas d'une évolution au fil de leur vie et d'un changement de classification requérant des mesures adaptées au système à haut risque si jamais il franchissait la frontière entre le risque limité et le haut risque. Je ne sais pas si vous souhaitez qu'on s'arrête pour reprendre une Oui, deuxième vague de questions. je pense qu'il y a une question dans le chat qui concerne le périmètre du haut risque. La question c'est est-ce que l'annexe 3 n'a pas été un petit peu vidée en excluant les régressions logistiques GLM? Donc c'est une question qui vous est posée sur l'interprétation du texte. Parce que, en fait, ce qui pose le plus de problèmes, mais vraiment conceptuels, c'est l'IA générative, dans la mesure où on ne maîtrise pas son chemin. Et donc, réaliser des audits de ce qu'a fait l'IA générative, vous suggérez, si j'ai bien compris, de faire des calculs, de tester, de faire des tests de calculs en parallèle qui seraient pas en IA générative pour voir si on obtient le même résultat. L'audit de l'IA générative pose un vrai problème de méthode, de méthodologie. Alors, David, tu veux répondre? Vas-y. Alors là, moi, je vous avoue que ce dont j'ai parlé, c'était vraiment très axé garantie humaine et contrôle humain, puisque ça, nous, c'est vraiment là le point, on va dire, qu'on va vérifier et sur lequel, en l'occurrence, pour les assurances et les mutuelles, on va accentuer la documentation. Là, par exemple, donc pour certaines entreprises avec lesquelles nous avons travaillé, comment dire, c'est auditer un système d'intelligence artificielle, que ce soit de l'IA générative ou non, ça va être difficile, ça va être quelque chose à mettre en place puisque pour l'instant, il n'y a pas encore de grille sur les indicateurs à vérifier. Ce qu'on peut vérifier et ce que l'AI Act nous demande de vérifier, c'est le contrôle humain mis en œuvre pour les hauts risques. Et ce contrôle humain, il peut quand même être un petit peu prouvé, par exemple, à la CPR ou à l'autorité de contrôle, puisque si on a une documentation qui est fournie en termes d'audit pour montrer à la CPR que tel système, tous les
3 mois, tous les 6 mois, on vient échanger avec le concepteur, on vient faire des échantillonnages, des suréchantillonnages, des rapports pour expliquer les décisions qui sont sorties par justement et les résultats qui sont produits par cette IA générative, qu'on montre toutes les, comment dire, les démarches en termes de transparence qui ont été réalisées, que ce soit pour les collaborateurs de l'entreprise d'assurance ou mutuelle ou pour leurs assurés et sociétaires qui pourront être touchés par cette IA générative, ou également montrer que dans la gouvernance de telle entreprise d'assurance, on va former un comité d'éthique et de conformité ou un groupe de travail spécial sur l'IA pour montrer qu'on a la main et que on peut, comment dire, si un système d'IA présente le moindre risque, on pourra arrêter la machine comme le veut l'AI Act. Dans ce cas-là, si on peut montrer tous ces éléments, on sera en conformité avec l'AI Act. Et j'ajoute un point, si tu permets, Charline, pardon Nicolas, c'est que en réponse à la question que vous posez, Florence, on voit bien qu'il va y avoir un intérêt vraiment partagé à ces logiques de place et à ces logiques de doctrine forgées avec les représentants des actuaires. Parce que dans vous l'avez compris, on a mis dans la plateforme d'éthique IA dont parlait Charline sous arborescence l'ensemble des critères du texte pour en déduire les actions de conformité avec des zones qui sont tout à fait nettes, hein, dans lesquelles on peut dire avec certitude si on est dans le champ risque limité ou au risque, et puis des zones d'incertitude sur lequel il y aura un vrai intérêt de place sous l'égide de vos représentants, peut-être pourquoi pas sous l'égide de l'Institut des actuaires, où un consensus pourra se forger pour qualifier le risque et déterminer les mesures de garantie humaine appropriées dans votre expertise métier. Et entendez bien ce point, hein, par rapport au RGPD, là, dans l'AI Act, la philosophie est une philosophie qui valide un certain degré de prise de risque d'innovation. C'est-à-dire que si vous établissez un protocole de contrôle humain représenté avec une assise suffisamment large pour pouvoir représenter l'actuariat et assis sur une méthode solide, il faudra, au stade du contrôle, que le régulateur démontre la non-proportionnalité de cette garantie humaine. Vous êtes les seuls finalement ou en tout cas les mieux placés pour détenir cette expertise métier. Après, je laisserai peut-être la parole à Pierre, mais en complément, euh, et par rapport à la question sur qu'est-ce qui est ou pas dans la définition de l'IA. À l'origine, c'est bien une orientation pour la maîtrise des risques sur des nouvelles technologies. Alors, ça a été l'affolement avec l'IA générative, mais à l'origine, c'était aussi pour de l'IA traditionnelle, entre guillemets. La difficulté, c'est que par rapport à une définition d'une intelligence artificielle, entre guillemets, moderne, certains acteurs ont dit oui, mais non, moi j'ai envie de tout savoir sur tout. Et donc je vais mettre dedans un GLM, donc un outil classique, pourquoi pas de la règle de 3, tout ce qui est statistique. Le risque, c'est qu'à vouloir tout couvrir, on couvre plus rien parce que si on est obligé de justifier que la règle de 3, qu'un GLM qu'on fait depuis des dizaines d'années, avec du contrôle qui est maîtrisé, pendant ce temps-là, on ne regardera pas les vraies zones de risque. Après, il y a un autre sujet qui est de dire comment je fais pour euh, le... Et ça rejoint un peu la logique de garantie humaine, de maîtriser la machine. En gros, si je fais un GLM, j'utilise mon tarif, ok, peut-être qu'il va se mettre à jour, mais il ne va pas le faire tout seul et j'aurai un humain derrière. Donc il y a des enjeux et aujourd'hui, c'est un travail qui est mené avec France Assureur, par exemple, pour essayer de donner des cas d'exemple plus concrets pour illustrer à quel moment ça va être de l'IA entre guillemets dangereuse parce qu'elle pourrait faire n'importe quoi toute seule dans son coin, devenir folle, qu'elle soit générative ou pas d'ailleurs, hein. Et de l'autre, non, il y a une maîtrise. Ce que je trouve intéressant dans la partie garantie humaine, c'est que c'est pas venu de l'assurance, c'est venu de la santé, du médical, qui est encore plus dur, au sens positif du terme, hein, en termes de sécurité et de garantie. Donc la question, c'est comment on peut l'appliquer à l'assurance de manière pragmatique
Et un autre point, c'est que c'est pas parce que de l'IA n'est pas dite à haut risque que la CPR, l'EIOPA ou la CNIL va pas regarder. C'est d'ailleurs ce qu'avait Absolument. dit Olivier Flich lors d'une table ronde, et c'est normal, en disant, bah non, mais moi je suis pas à haut risque, donc je suis couvert. Donc d'où l'intérêt aussi d'avoir cette logique de garantie humaine. Et au-delà de la santé, je trouve que c'est intéressant parce que ça peut être inspirant dans la manière de la gouvernance des risques. Et après, il y aura trois autres questions qui vont arriver, mais pour finir, l'approche de la massif, juste pour info, on a travaillé avec les administrateurs dans des commissions mixtes entre des techniciens et des administrateurs pour bâtir un manifeste en disant, vous êtes un praticien, vous êtes un technicien, vous êtes responsable de ce que vous faites, notamment pour des aspects de performance, de frugalité, d'efficacité. En revanche, à un moment donné, vous allez peut-être être confronté à des questions plus éthiques, non techniques, comme bah, j'ai un choix, je pourrais discriminer. Vous avez par exemple quelqu'un qui parle pas très bien le français. Est-ce que mon IA doit dire bah, je te comprends pas, donc je te passe à un humain, ou comment on les traite? Et donc, soit le technicien peut avoir sa propre perception et choisir, ou bien il a le droit de remonter à une structure qui va pouvoir le conseiller avec, en dernier recours, le comité de direction de la Massif qui va dire, voilà ce qu'on décide. Tout ça pour vous dire que je trouve inspirant dans ce type de démarche, c'est comment on peut aussi l'appliquer concrètement dans nos entreprises. Ouais, mais exactement. Et on voit que là, maintenant, on arrive à des éléments là sur déjà la demi-douzaine d'acteurs du champ mutualiste et assurantiel qu'on a la chance d'accompagner, des éléments de consensus, de lisibilité. Le plus les outils vont se déployer, le plus la plateforme va se diffuser, le plus on aura comme ça des métriques de place. Alors peut-être si tu avais Moi, encore une remarque, Nicolas, pardon, ouais. Si je peux me permettre, Oui, pardon, pardon, si Pierre. je peux me permettre, en fait, je vais aussi remonter quelques questions qui sont dans le chat, Bien sûr. Et donc, en fait, il y en a une première qui émerge aussi assez naturellement, c'est qu'en fait, on se doute bien que la garantie humaine, c'est un service qui, en fait, induit un coût. Et donc, à partir de là, est-ce que d'une manière ou d'une autre, en fait, vous avez déjà une opinion, une sensibilité sur le fait que ce coût pourrait limiter l'intérêt ou certaines opportunités d'évolution ou d'utilisation d'IA dans des activités du fait de soit une charge de régularité des contrôles, soit une charge même de coupure, qui fait qu'en fait, ça découragerait l'innovation, en tout cas en France et en Europe, dans certains cas. Alors, merci de la question, Pierre. C'est effectivement le cœur, j'allais dire, de notre KPI à nous, notre indicateur clé de performance. C'est qu'il faut qu'on trouve le juste curseur permettant d'assurer un respect de cette conformité et de réguler le risque associé sans décourager l'innovation. Alors là, avec du recul sur la partie médicale, où pour autant on est vraiment clairement dans le haut risque et où les protocoles de contrôle humain sont plus durs, je peux pas vous donner l'exemple de dossiers que l'on a ouverts ou d'éléments de chantier de labellisation qu'on ait engagé, dans lequel le concepteur ou l'utilisateur n'ait pas trouvé un ROI à ce qu'on faisait, soit ROI de conformité, soit ROI de déploiement. Parce qu'il faut bien comprendre ça, dans la garantie humaine, c'est pas simplement une case à cocher en termes de conformité, c'est comment on va rendre concret le déploiement du système entre les mains des utilisateurs. Et puis sur le champ mutualiste et assurantiel, mais tu vas peut-être vouloir compléter sur ce point, Charline. Moi, je m'attendais et encore une fois, on va voir là ce qui va se passer dans les prochains mois parce que les gros bataillons des acteurs du domaine mutualiste et assurantiel ne sont pas encore passés à la conformité. C'est août la butée sur l'IA générative. Donc là, on va être en veille sur tout ça. Mais dans le premier échantillonnage assez large dont on dispose, le périmètre du risque limité est beaucoup plus étendu que ce que j'imaginais moi a priori. Et donc évidemment, la charge de conformité, même si elle est réelle, hein, elle est plus processuelle, elle nécessite la mobilisation d'outils de plateforme que dans le champ du haut risque. Donc, du coup, le coût est plus faible qu'attendu. Je ne sais pas si tu as un point à expliquer ou à préciser, Charline. Non, je pense que tu as bien cerné Le point. le répondre comme toi. À ce moment-là, je me permets, je continue encore avec quelques questions. En tout cas, j'en vois deux. Donc, en fait, il y en a une première qui est sur un sujet
de périmètre toujours en fait, où globalement on voit qu'il y a quand même beaucoup d'interrogations sur différentes applications de systèmes d'IA a priori à haut risque dans différents aspects de la tarification, l'identification. Est-ce que c'est sur l'ensemble du risque ou est-ce que c'est aussi juste dans le calcul des surprimes, etc. Et c'est toujours des interrogations quant au périmètre de qu'est-ce qui justifie que c'est une SIA, une à haut risque. Et donc à partir de là, qui crée l'utilité de la garantie humaine. Et en fait, donc, j'en viens pour essayer de formuler une question que j'espère claire. C'est en fait, est-ce que vous avez déjà un recul par rapport à ça ou des faits intéressants, notables pour arriver dans dans ce qui va être catégorisé comme OIA à haut risque ou pas réellement, dans la vraie vie? Est-ce qu'il y a des points saillants des enseignements que vous pouvez aussi partager face à toutes ces interrogations de est-ce que ma règle de 3 elle va rentrer dedans ou pas? Est-ce que mon outil va rentrer dedans ou pas? Alors, peut-être pour commencer à répondre, si tu voudras compléter après David. Pour l'instant, en termes de tarification, je n'ai pas d'exemple ou de cas concret que j'ai pu voir jusqu'à maintenant dans les systèmes qui nous ont été confiés. Simplement, il n'y aura pas de distinction dans la tarification, que ce soit sur les surprimes ou non. C'est simplement que cette notion de contrôle humain, les SIA pourront être utilisés pour tarifer. Ça, il n'y a aucun problème. C'est simplement qu'il y aura cette notion de contrôle humain à mettre en œuvre à un moment. Simplement que si la machine modélise tel risque et détermine tel niveau de prime, il faudra qu'à un moment, l'actuaire puisse le vérifier et ne pas dire la machine a dit ça. Donc, il faudra quand même qu'il y ait un chaînon humain entre le pricing qui pourra être fait par la machine et le sociétaire. Peu importe après que ce soit en santé, en vie, en surprime ou non. C'est simplement pour montrer que le niveau de prime, ou par exemple, on parlait de la détection de la fraude tout à l'heure, ne pas dire que la machine, le système a fait remonter tel profil, et donc entre la remontée de ce profil et la fin du contrat de tel assuré, il n'y aura aucune décision humaine entre les deux. Donc Merci pour beaucoup. moi, c'est tout le champ de la tarification qui est concerné et pas simplement en cas de surprime, en cas de bonus, malus ou quoi que ce soit. D'accord. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Après, je pense une dernière question, et surtout n'hésitez pas non plus à me rappeler si on dépasse de trop. Et c'est une question toute personnelle, c'est dans la continuité des commentaires de Nicolas. En fait, est-ce qu'on peut, là où il y a une interrogation qui remonte, c'est est-ce que vous avez c'est plutôt une recherche d'anecdotes. Est-ce que vous avez déjà identifié dans des usages d'IA un biais qui est qui a priori arrive est constaté dans l'application du système d'IA au risque, et qu'en fait finalement quand vous cherchez la cause de ce biais, en tout cas il apparaît qu'en fait c'est un biais qui est aussi dans les données en entrée. Oui, oui, bien sûr. Et en fait, la garantie humaine, quand on constate des écarts qui nécessitent des actions correctives, on revient après à l'algorithme lui-même. J'ajoute un point, Pierre, c'est que il faudrait pas entendre cette garantie humaine uniquement sous l'angle de on va mettre un système algorithmique sous surveillance, parce que le réel de la pratique des protocoles qu'on met en place montre aussi que en fait la machine est assez souvent meilleure que l'humain. Et que donc du coup, il faut entendre plutôt ça comme un processus de discussion collégiale, de revue régulière, qui permet aussi de réinterroger des pratiques, voire de re-recommander des actions de formation aux professionnels. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des tiers de confiance, pourquoi pas l'Institut des actuaires sur l'actuariat, pour faire émerger des actions de reformation professionnelle continue sur les actions. Si vous le permettez, je viens peut-être maintenant juste en 2 minutes sur la dernière partie du propos pour être très rapide. Qu'est-ce qu'il y a à retenir de cet AI Act? Alors évidemment, de notre point de vue. Donc je le disais, la Commission européenne s'est exprimée pour confirmer la pleine entrée en vigueur du texte et pousser des guidelines sur les directives anticipées de ce texte, qui rejoint le rapport d'une coalition de 60 entreprises hein, qui était présente pour pouvoir aller plus loin dans le dispositif et recommander des lignes directrices d'application souple autour de cette notion de management du risque. Il y a une déclaration des États signataires qui a été mise en place
qui définit un certain nombre de principes clés, où on retrouve la notion de garantie humaine, l'IA human-centric, et la nécessité d'ouvrir la voie à l'innovation, avec tout en monitorant un certain nombre de principes éthiques relatifs à la gouvernance de l'IA, au dialogue multipartite, et puis évidemment en étant attentif aux questions de sécurité, de management du risque. Vous voyez, c'est un peu le thème global, et à la transparence. Et vous notez que les États-Unis et le Royaume-Uni sont non signataires de cette déclaration au motif du risque d'une surrégulation de l'IA. Et vous voyez, on est sur cette ligne, hein. Alors si je voulais partager en conclusion un peu une conviction personnelle, c'est que cette ligne européenne avec ces éléments de contraintes, peut-être de lourdeur, elle est bien meilleure que l'incertitude. Et en fait, dans ce texte européen, ce règlement européen, il y a des réelles marges de souplesse, vous l'avez compris, autour de cette notion de management du risque qui est vraiment dans votre ADN d'actuaire. Et que nous, notre mission, c'est de vous mettre à disposition des outils, de méthodes, de plateformes normalisées, permettant de vous approprier cette logique-là pour réellement ouvrir l'innovation dans un cadre de confiance. Et j'ajoute un point peut-être plus d'ordre économique, c'est que vous avez constaté qu'après l'entrée en fonction du président Trump, Donald Trump a abrogé le cadre de régulation que Joe Biden avait pris sous la forme d'un décret présidentiel. C'est-à-dire, ce qu'un décret présidentiel a fait, un autre décret présidentiel peut le défaire, contrairement au règlement européen sur l'IA. Et vous avez vu l'effet, la séquence, hein, qui était vertigineuse. Abrogation du Biden Act, annonce d'un plan d'investissement de 500 milliards de dollars sur l'IA, et dans la foulée, percée de DeepSeek et crash de valeur de Nvidia de 600 milliards. Et ça permet de mieux comprendre que dans le monde dans lequel on est, c'est très compliqué d'appliquer des droits de douane à des systèmes numériques en général, à des systèmes d'IA en particulier. Et que si on veut avoir des systèmes qui se diffusent sur nos marchés, qui soient conformes à nos valeurs, il y a un moment où il faut du droit. C'est ce à quoi sert le règlement européen, droit qui s'assortit, qui se complète d'une pratique de régulation permettant de garder l'humain au cœur du dispositif. Et vous avez compris qu'il y a derrière ça une vision d'une diffusion soutenable de l'innovation réelle, hein, résolue, mais entourée d'un certain nombre d'une éthique de la gestion du risque permettant de garder l'humain au cœur du dispositif. Et vous avez compris qu'on va avoir ensemble, on l'espère avec vous, du travail pour porter cette vision dans les prochains mois, les prochaines années. Eh ben, en tout cas, un grand merci déjà à toute l'audience. Merci à vous, Charline et David, parce que ce n'est que le début et c'est inspirant. Bah, merci beaucoup pour votre invitation. Merci à tous. Merci à vous. Je ne À peux très pas bientôt. mettre ma caméra, on m'a interdit, je suis interdite de caméra, c'est pour ça que je ne suis pas là. Mais je vous remercie beaucoup pour votre présentation et le cadre les précisions que vous nous avez apportées. Et je crois que vous avez raison, nous avons un rôle à jouer dans la définition de ces indicateurs et du chemin de De définition de ces standards de profession voilà, pour exactement. intégrer l'IA à vos pratiques, et vous êtes les mieux placés pour ça, même si on peut vous accompagner en méthode et en outils techniques. Voilà. Et je vais faire une page de pub pour les travaux sous l'égide de la commission ERM et de la commission innovation avec le groupe de travail Anticiper les risques en univers incertain. Voilà, Vaste, venez nombreux, vous pouvez nous rejoindre dans ce groupe de travail. vaste programme. Merci à tous et bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée, au revoir. Merci à tous. Bonne soirée.